Bonjour tout le monde, bienvenue à la notif des sportifs sur le site de À la Coupe. Je veux dire bonjour à tout le monde qui regarde ce Facebook Live. Aujourd'hui, gros show chargé. Je vais faire les mises à jour de À la Coupe. Ensuite, on a des manchettes, les nouvelles qui ont fait fureur ces derniers jours, suivi de sujets en dehors de la Ligue nationale, suivi de l'après-match du match d'hier des Canadiens. Je suis votre animateur, Loric Salvaille. Ça m'a fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour commencer, on va faire les mises à jour pour le pool à la coupe. Alors, au 5e rang, nous avons William Laberge avec 90 points. Bravo, William! Bravo! Grosse récolte de points. Suivi au 4e rang par Jean-Nicolas Paré avec 91 points. Très belle récolte. À égalité avec Harry Courchaine. Au 2e rang, nous avons Cédric Gosselin avec 94 points. Et pour finir, David Iglesias avec 97 points. Belle récolte, les gars. J'espère que vous allez continuer ainsi. Vous êtes sur une bonne lancée. Continuez comme ça. Du côté du alacoupe.ca, il y a eu des très beaux articles, dont celui de Vincent Larue, qui parle du résumé des 3 premiers matchs du Canadien contre les Maple Leafs, les Red Wings et les Capitals de Washington. Pour eux qui n'ont pas eu le temps de suivre les 2 matchs, allez voir cet article-là. C'est un beau résumé. C'est vraiment pas gros. C'est des tout petits textes qui permettent vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Très bien écrit par Vincent Larue. Et l'autre article qui a retenu mon attention, c'est celui de Yves Lantier, qui a eu une entrevue avec Drapeau et Fils, qui est une des plus grandes collections des Canadiens de Montréal, qui est la première de 4 entrevues. Et il y a l'entrevue aussi vidéo sur la chaîne YouTube du alacoupe.ca. Alacoupe.ca, vous me voyez, je fais partie maintenant de la saison 2 de À la Coupe. Ils ont déjà commencé le podcast qui était l'émission de jeudi. Il y aura le prochain épisode jeudi, le 20 octobre. Le premier épisode est en rediffusion sur alacoupe.ca, YouTube et Spotify. Maintenant, lançons-nous dans les manchettes et pour le restant du show, pour m'aider, j'ai emmené mon collaborateur Alexis Lavoie-Martel. Alexis, comment ça va? Ça va, avec toi? Ben oui, écoute, gros show chargé. On avait très hâte de faire ça. Ça fait très longtemps qu'on savait qu'à la Coupe était venu nous approcher pour faire le show. Donc, on va commencer ça en force, je pense, aujourd'hui. Ouais, absolument. Écoute, on a bien du stock à parler aussi. Une grosse rencontre avec le Canadien hier. Donc, on a plusieurs beaux sujets à aborder. Ça va être bien le fun. Ça va être vraiment le fun. Alors, on commence nos sujets de manchette. Donc, selon TVA Sport, il y aurait une situation similaire du côté de Patrick Kane, qui est similaire à Claude Giroux, et ça vient de Pat Brisson. C'est une approche très similaire à celle que nous avions avec Claude Giroux, a déclaré Pat Brisson hier à TVA Sport. Nous verrons comment les choses se passent à Chicago. Nous verrons comment Patrick se sent. Nous explorons probablement les choses au moment opportun plus tard cette saison. Je ne veux pas mettre trop d'échéanciers là-dessus, mais il est clair que les Hawks ne le pousseront pas à prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avenir de Patrick Kane est dans ses mains cette saison à Chicago. On espère pour lui le meilleur, effectivement, c'est ce qu'on espère toujours pour un joueur. Et ça sortait un peu cet été. Il ne voulait pas tant être dans les plans de reconstruction. On veut être dans une équipe gagnante. On va voir avec la performance des Hawks au courant de la saison. Mais en gros, Patrick Kane n'a pas officiellement demandé une transaction de ce qu'on comprend. Oui, c'est ce qu'on comprend. Puis, tu sais, en même temps, ça serait logique aussi là, de penser cette situation. Puis, je me souviens, entre toi et moi, on en avait parlé dans le podcast sur les Blackhawks, la situation un peu de Patrick Kane, Jonathan Toews. Puis, tu sais, quand on regarde la situation de Claude Giroux, qu'on dit que c'est similaire, ben, tu sais, c'est vrai. Là, je veux dire, le gars, il est en fin de carrière. C'est un gars qui a tellement de talent, tu sais, qui est capable de propulser cette équipe-là à lui tout seul, quasiment, comme on l'a vu l'année passée. Donc, ça serait logique qu'ils veulent pouvoir compétitionner dans une équipe qui a des chances de remporter la Coupe Stanley, plutôt que de rester dans les bas-fonds d'une équipe qui s'en va nulle part pour le moment. Exact. Du côté des Blackhawks, on en a parlé sur notre podcast. C'est très bizarre comme ça de reconstruction. Ouais. Pour eux qui sont intéressés, allez voir sur notre chaîne YouTube NDS Natif des Sportifs. Tu as des manchettes aussi, Alexis.
Ben, écoute, je vais commencer avec Marc-André Fleury, qui est le gardien qu'on connaît tous très bien ici. Oui. Qui ne connaît pas le début de saison espéré au Minnesota. Il faut dire que le Wild en tant que tel ne connaît pas son début de saison le plus espéré. C'est 3 défaites en 3 matchs jusqu'à maintenant. Puis c'est 7 buts accordés lors des 2 premiers matchs, puis 6 buts accordés hier. Fait que, la défense en arrache, puis dans les buts aussi. Là, c'est certain que Marc-André Fleury est un peu à blâmer lors des 2 premiers matchs. C'est des statistiques de 0,776 de pourcentage d'arrêt, puis 8,37 de buts accordés. Donc, c'est certain que c'est pas. C'est loin d'être l'idéal pour commencer une saison. C'est dur sur le mental du gardien aussi. Et puis, bon, là, lorsqu'il s'est fait retirer du match, bon, on a pu voir les fans du Wild se mettre à le huer. Ce qui, moi, je trouve est totalement déplorable. C'est complètement stupide de huer un gardien avec autant d'histoire, avec autant de talent que Marc-André Fleury, qui a prouvé au fil des années ce qu'il peut t'amener comme gardien de but sur la glace. Puis après seulement 2 matchs d'un début de saison, se permettre d'huer un joueur comme ça, l'humilier en fait devant ses coéquipiers également, parce qu'on le sait déjà, lui-même ne devait pas se sentir très bien. Il a avoué que le 4e but qu'il a accordé contre les Kings avant de se faire retirer, c'est un but qui était complètement stupide. C'est un but qui vient de très loin, un tir qui n'avait pas beaucoup de chances de rentrer, puis qu'il ne l'a pas vu passer. Donc, c'est certain que moi, je trouve ça très dommage de voir ça là, du côté des partisans du Wild. Ouais, c'est très déplorable. C'est un comportement que je trouve assez malsain envers un gardien qui, on va se le dire, Marc-André Fleury a le potentiel d'aller au top de la renommée. Là. Non, 100%. Donc, je trouve ça vraiment poche. On va se le dire. Là. Ouais. C'est vraiment poche de la part On va le des. dire comme ça, là. Ouais, c'est C'est poche. ça. On va y aller comme il se doit. C'est Ouais. vraiment poche de la part des fans du Minnesota d'avoir un manque de respect à ce point-là envers Marc-André Fleury, même s'il connaît un début de saison catastrophique. C'est un gardien qui est capable de se reprendre en main, mais il a besoin du support du public, comme chaque équipe, chaque joueur. Et ça ne va pas l'aider malheureusement, mais on espère qu'il va se reprendre. Ouais, ça, c'est certain. Et puis écoute, je ne suis pas inquiet pour Marc-André. C'est un gardien, comme je l'ai dit, qui a prouvé au fil des années de ce dont il était capable. Puis je pense que c'est pas la première fois qu'il vit une passe un peu plus peut-être difficile dans sa carrière. Donc, je ne suis pas inquiet pour lui qu'il va être capable de rebondir. Là. Le Wild a une bonne équipe aussi tout de même. Ce n'est pas une équipe qui est à la hauteur de leur talent en ce moment. Ils ne démontrent pas, je pense, toute l'ampleur de ce qu'ils peuvent faire sur la glace, mais je suis convaincu qu'ils vont se reprendre prochainement. Même chose pour Marc-André Fleury. Et dernière question sur Marc-André Fleury avant de poursuivre dans les manchettes. Crois-tu que c'est sa dernière année? Écoute, c'est une bonne question. Moi, je pense c'est sa dernière année. C'est sûr que ça achève. C'est sûr que si ce n'est pas sa dernière, c'est son avant-dernière. Moi, je pense que tout va dépendre du parcours que le Wild va avoir cette saison. Si on va se classer pour les séries, quel genre de parcours on va avoir. Ou est-ce qu'on pourrait peut-être échanger Marc-André à la date limite si jamais, par surprise, le Wild ne se classerait pas pour les séries, puis l'envoyer dans une équipe qui aurait des meilleures chances. Ça va être à voir, mais je pense que dépendamment de comment le reste de la saison se poursuit, ça se pourrait très bien que Marc-André décide d'accrocher ses patins après cette saison-là. Alors, c'est à suivre dans le dossier Marc-André Fleury. Ouais. Et tu as aussi des blessures très importantes à travers la Ligue nationale qui est arrivée dans les derniers jours. Là. Ouais, ben écoute, du côté des Red Wings, on a Tyler Bertuzzi, qui est quand même un attaquant qui a été très utilisé la saison dernière, puis qui a commencé à devenir, disons-le, meilleur vraiment, là, depuis qu'il est mieux entouré un peu avec Dylan Larkin. C'est 4 à 6 semaines pour sa part absent. Donc, c'est une blessure qui vient faire mal. Surtout qu'en ce moment, du côté des Red Wings, on a quand même un beau début de saison. C'est court, l'échantillon est mince, mais on a un bel échantillon de ce qu'on peut voir là, pour le reste de la saison, les acquisitions durant cet été qui semblent porter fruit jusqu'à maintenant. Donc, d'avoir un gars comme ça qu'on perd pour 4 à 6 semaines en partant, c'est sûr que ça fait mal. Puis c'est idem du côté des Coyotes. Là. De leur part, eux autres, c'est moins une équipe qui va viser quelque chose de gros cette saison, là, disons-le, mais c'est quand même une blessure pour Nick Schmaltz, qui est un de leurs très bons joueurs à l'attaque, qui va être absent pour lui de 6 à 8 semaines. Donc encore là, c'est une blessure à longue durée, blessure au haut du corps. C'est 2 morceaux quand même importants de leur équipe là, qui vont être absents pour les prochaines semaines, à voir comment les équipes pourront rebondir après ces blessures-là, comment ils vont pouvoir se comporter. Bon, en tout cas, du côté des Coyotes, on sait probablement qu'il n'y aura pas de rebondissement.
Non. Quand tu es dans la course à Connor Bedard, tu n'espères Ouais. pas avoir beaucoup de rebondissements. Non, c'est ça. Toujours être constamment dans les bas-fonds. Du côté des Red Wings, c'est une grosse perte, malheureusement. Du côté d'une bonne nouvelle, on va finir avec ça dans le volet manchette. La LNH, hier, avant les matchs de soirée, a sorti les 3 étoiles de la semaine. Au 3e rang, on retrouve un de mes gardiens favoris, Jake Oettinger, qui en 2 matchs a eu 2 victoires, une moyenne de buts alloués de 1 et un taux d'efficacité de 968. Il reprend où il a laissé. Là. Ben, c'est exactement ça. Écoute, il reprend le travail qu'il avait effectué contre les Flames en première ronde des séries l'année dernière. C'était totalement exceptionnel comme boulot. Là. Je veux dire, il a mené les Stars au 7e match en prolongation. Là. Sans lui, on parlait d'une élimination peut-être en 5 matchs là, du côté des Stars. Là. Il a vraiment porté l'équipe sur ses épaules. Puis, bon, écoute, moi, je suis content à date de voir que ce choix-là dans mon pool de hockey personnel rapporte. Non, c'est un très beau début de saison pour les Stars et leurs gardiens. Puis, juste mentionner rapidement, ils ont encore gagné une fois hier 4-1 avec une autre belle performance de Oettinger dans les buts. Donc, non, très beau début de saison pour sa part. Très beau début de saison. Tu as été chanceux, moi, dans mon fantasy. J'ai Bobrovski qui m'a fait perdre des points. Pour c'est autre chose, ça. C'est ça. La 2e étoile de la semaine. On a Connor McDavid qui, en 2 matchs, a déjà 5 points, 4 buts, 1 passe. Bon, il fallait s'en attendre d'une production déjà astronomique de la part de Connor McDavid. Parlant de production astronomique, avant le match d'hier, Sidney Crosby a gagné la première étoile de la semaine avec 2 buts, 4 passes, 6 points en 2 matchs. Il avait récolté 3 points dans ses 2 premiers matchs de la saison jusqu'à temps d'arriver aux Canadiens de Montréal qui ont réussi à l'empêcher de continuer de faire des points. Selon moi, les 3 étoiles de la semaine font beaucoup de sens. Là. Ben, je crois que oui. C'est une première semaine dans la Ligue nationale. Il n'y a pas eu tant de matchs que ça non plus encore pour l'instant. C'est dur de se prouver sur beaucoup de temps de glace, si on veut. Là. Mais non, c'est des étoiles qui font du sens. C'est comme tu l'as mentionné, McDavid, on s'attendait à rien d'autre que ça de sa part. Crosby, par exemple, très content de voir ça pour lui, de devoir connaître un aussi beau début de saison rapidement. Ça montre que le gars il est encore en forme puis qu'il a encore la flamme en dedans de lui, qui veut le pousser à encore essayer d'aspirer à une Coupe Stanley avec son trio, Malkin, Christopher Le Temps. Donc, c'est très beau à voir pour ça. Puis, même chose pour le gardien des Stars. Là. Non, je pense qu'on a un beau trio d'étoiles pour cette semaine. C'est très beau, mais en parlant d'étoiles, il y en a qui ne fonctionnent pas. Du côté des Maple Leafs, la belle transition. Du côté des Maple Leafs, on perd le gardien numéro 1, Matt Murray, d'une absence de 4 semaines. Mm-hmm. Et en plus, hier, on perd face aux Coyotes de l'Arizona. Tu l'as mentionné tantôt avant qu'on embarque en direct. Les Maple Leafs se sont fait huer après la 2e période quand ils perdaient 2-0 face aux Coyotes. Est-ce que c'est déjà la panique à Toronto? Écoute, je ne voudrais pas dire qu'on a appuyé sur le bouton panique, mais je pense que si c'est pour continuer un peu sur cette vague-là, on ne se rendra pas à la fin de la saison avec le même entraîneur-chef et le même directeur général peut-être. Moi, je pense qu'il va y avoir des changements au niveau de cette équipe-là, de l'organisation, si les résultats ne s'améliorent pas. Bon, là, c'est sûr que c'est 2 victoires, 2 défaites en 4 matchs. Mais hier, écoute, une performance pour le moins atroce dans les 2 premières périodes. La raison pour laquelle ils se sont fait tuer par leurs partisans. Puis, on ne va pas se le cacher aussi, depuis le début de la saison pour les Maple Leafs, les gros canons, les joueurs vedettes, n'ont pas semblé avoir trouvé leur parfait rythme encore. Je veux dire, oui, Nylander, c'est 3 buts, 1 passe. Tavares, c'est 1 but, 3 passes. Mais ça reste que, au-delà des statistiques, on ne voit pas quelque chose de cohérent sur la glace au niveau de l'attaque. Non. Puis ça, ce n'est pas une surprise, c'est la même chose qui se répète depuis les 3-4 dernières années. Et RDS ont même réussi à trouver une citation de Sheldon Keefe suivant le match d'hier. Nos meilleurs éléments n'ont pas encore trouvé leur rythme. La différence entre l'Arizona et nous, c'est que nous misons sur des joueurs d'élite. Et nos joueurs d'élite n'ont pas joué à la hauteur de ce statut. Il n'a pas tort, le Sheldon, là-dessus. Non, pas du tout. On a juste à remarquer des statistiques d'Austin Matthews qui ont de la misère à embarquer. Du côté des Coyotes, ben, c'est une défaite qui fait très mal aux Maple Leafs. Là. On va s'entendre là-dessus. Ben, c'est sûr que ça fait mal à l'ego, tu sais. Oui, oui.
C'est sûr que non, c'est une défaite qui fait mal. Puis, tu sais, je pense que d'autant plus on perdait 3-2 la rencontre en fin de troisième, puis on a marqué un troisième but qui a été refusé pour une passe avec la main pour finalement perdre au compte de 4-2. Donc, non, c'est certain que avoir la citation de l'entraîneur-chef, je suis pas mal certain que ça a brassé un peu peut-être dans le vestiaire après la rencontre, là, puis que, comme je le disais juste avant, si les résultats ne s'améliore pas du côté des livres, surtout là avec la blessure de Matt Murray, on s'entend. On a juste Ilya Samsonov dans les buts. Puis là, l'adjoint qu'on a rappelé, Eric Karlgren, n'a pas tout à fait le travail hier. Donc, bon, est-ce que le duo va pouvoir tenir? Là, il va vraiment falloir que l'attaque se prenne en main, la défensive aussi. Puis c'est quelque chose qui tarde vraiment là, à trouver le rythme depuis que la saison est commencée. Donc, moi, j'ai hâte de voir quand même la direction que ça va prendre du côté des Leafs. Parce que comme je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je crois que l'entraîneur-chef, là, il a assez eu de chance comme ça, là, disons, avec une équipe qui prouve rien. Là. Exact. Du côté des Leafs, ça fait longtemps, et j'adore ça en tant que fan du Canadien, que ça ne dépasse pas le premier tour des séries. Ouais. Mais là, du côté de Toronto, il faut faire quelque chose. On revient souvent avec la même équipe année après année. C'est souvent juste le gardien qui va changer. Mais on revient souvent avec la même équipe année après année. Toujours les mêmes résultats. Rendu là, c'est pas l'effectif le problème. Même selon moi, il y en a encore quelques-uns. C'est pas l'effectif le problème. Rendu là, c'est le message. On dirait que le message ne passe plus. Et on se souvient que Carl Dubé, c'est sur sa dernière année de contrat. Brendan Shanahan ne veut pas le prolonger jusqu'à temps que les résultats prouvent qu'il mérite un nouveau contrat. On est proche d'un ménage à Toronto. Là. Ben, tu sais, je crois qu'on est rendu là. Là. Ça fait comme tu dis, ça fait plusieurs saisons qu'on revient avec la même équipe année après année. Puis quand on regarde ça avec un peu de recul, est-ce que le contrat qu'on a donné à John Tavares, aux joueurs autonomes, était la meilleure idée? Je pense qu'on peut se poser beaucoup de questions là-dessus, mais avec beaucoup de points d'interrogation. Là. C'est loin d'être le plus convaincant, si on veut. Moi, je trouve que c'est un attaquant qui, en ce moment, gagne beaucoup trop d'argent pour ce qu'il rapporte au Maple Leaf. Oui, c'est un excellent joueur de hockey, Tavares, c'est un bon capitaine, mais je veux dire, gagner 11 millions de dollars en ce moment pour lui, c'est beaucoup trop. Puis, quand tu regardes le montant d'argent qui est accordé à l'attaque des Leafs au complet, ben c'est parce qu'on n'a plus de place ailleurs. Puis comme tu le dis, on revient avec le même noyau à l'attaque, à la défensive. Puis dans les buts, on change à chaque année en espérant trouver le gardien miracle qui va nous amener à la prochaine terre, au 7e ciel. Puis ça ne marche jamais. On l'essaye. Puis là, on a jeté notre dévolu sur Jack Campbell, puis ça n'a pas tout à fait fonctionné. Là, il est parti. On s'est dit, bon, on va emmener Matt Murray, on va tenter de le ressusciter un peu, de l'amener avec le backup des Capitals, le Samsonov. Puis là, on essaie encore cette année l'expérience. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? On va le voir avec le temps, mais juste pour dire que je pense que rendu là, le DG montre qu'il sait peut-être plus trop où s'en aller, que le message passe plus du côté de l'entraîneur. Donc, si ça ne s'améliore pas, moi, je pense qu'on est dû vraiment pour un ménage au complet. Donc, du côté de Toronto, de ce que je comprends, on n'appuie pas sur le bouton panique, mais on le regarde, mettons. On le regarde. On peut avoir la main proche, mais juste pas pressé dessus. On le caresse. C'est ça. C'est ça. Alors, changeons de pays. Allons aux États-Unis. L'entraîneur-chef Lindy Ruff, lors de la soirée d'ouverture des Devils, s'est fait huer à domicile et des fans ont chanté pendant le match de se faire renvoyer. Avant de te laisser parler de Lindy Ruff, il a rejoint l'équipe en 2020-2021 et en 56 matchs, 19 victoires, 30 défaites, 7 défaites en prolongation. Donc, un pourcentage de victoire de 40%. Et la saison passée, première saison complète à la barre des Devils, 27 victoires, 46 défaites et 9 défaites en prolongation avec une moyenne de victoire de 38%. Est-ce que les fans ont raison de vouloir le départ de Lindy Ruff? Écoute, moi, je trouve que l'échantillon est court pour se permettre d'huer comme ça un entraîneur puis de chanter à tue-tête des chants pour le renvoyer. Tu sais, je veux dire, après tout, les Devils n'ont pas l'équipe en ce moment pour aspirer aux grands honneurs encore. Non. C'est une équipe qui peut, au fur et à mesure que les années avancent, déjà cette année sont déjà meilleures que l'année passée.
je pense que c'est une équipe qui peut commencer à se permettre à repenser aux séries éliminatoires. Je pense que c'est là qu'on est rendu. Mais de là à aspirer aux grands honneurs, on n'en est pas là. Puis, l'année passée, ça n'a pas tout à fait été facile non plus comme saison. On a eu des blessures aussi. Je pense que l'entraîneur a peut-être encore à prouver du côté de la formation des Devils. Puis, je pense qu'on devrait être un peu plus patient à ce niveau-là. Prendre exemple sur peut-être d'autres formations qui ont eu des entraîneurs où ça n'a pas porté fruit durant longtemps. Puis, on regarde aujourd'hui, puis finalement, la patience a été de mise. Je fais juste penser comme ça, Jared Bednar, qui est l'entraîneur de l'Avalanche à sa première saison quand il est arrivé, ça a été, je pense, une des pires saisons dans l'histoire pour le nombre de points d'une formation. Je pense qu'on était comme à 44 ou 48 points. Ah, c'était désastreux. C'était complètement horrible. Puis je sais qu'on n'avait pas l'équipe qu'on a aujourd'hui, mais on avait quand même certains joueurs du noyau qui sont encore là. Puis regarde où on en est rendu. Je te dis pas que c'est ça qui va arriver avec les Devils, mais pour dire que je pense qu'on pourrait laisser plus qu'une saison et quelques à l'entraîneur pour se prouver que de le juger seulement là-dessus puis réclamer son départ à haute voix. Là. Exact. Bien, du côté des Devils, on a une très belle équipe. Je suis d'accord avec toi qu'on peut aspirer aux séries. Pas nécessairement aspirer à aller loin. Mais pour les Devils, c'est une équipe qui croule dans les bas-fonds de la Ligue nationale depuis, on pourrait dire, longtemps. Aspirer au premier tour des séries, ça serait très fun du côté du New Jersey. Encore là, tu as dit l'exemple de Jared Bednar dans la tête. Moi, j'avais Craig Berube des Blues de Saint-Louis qui a littéralement amené une nouvelle façon de penser, qui a boosté les Blues de Saint-Louis pour les emmener en gagnant de la Coupe Stanley. Changer un coach, il y a toujours des points et des contre. Dans le cas de Lindy Ruff, c'est pas un entraîneur que j'aime énormément. C'est pas un entraîneur que je porte dans mon cœur, mais j'ai du respect pour. Est-ce qu'il est peut-être un petit peu trop vieux de la vieille pour les Devils? Probablement, mais comme tu as dit, l'échantillon est encore mince. Donc, est-ce qu'on doit laisser une chance à Lindy Ruff? Si oui, pendant combien de temps encore du côté des Devils? Écoute, moi, je pense qu'on peut se laisser encore au moins la saison pour regarder. Si, mettons, parce que moi, comme je l'ai dit, je pense que c'est une équipe qui vraiment peut compétitionner pour une place en série. Je ne te dis pas qu'ils vont y arriver parce qu'on s'entend que la section Est est quand même très forte. Là. On a beaucoup de bonnes formations qui devraient faire partie des séries, puis ça, c'est quasiment comme officiel, si on veut. Là. Donc, ça ne sera pas facile pour les Devils, mais si au moins la volonté est là, puis qu'on se bat pour une place, puis qu'on arrive proche de la ligne d'arrivée, mettons à, je sais pas moi, 5 points, 5-10 points d'une place en série, 10, ça s'en vient un peu, mais tu comprends ce que je veux dire? Si on est proche d'une place puis qu'on voit qu'on s'est battu, je pense que l'entraîneur mérite sa chance encore, mais si vraiment on croule dans les bas-fonds puis qu'on se ramasse avec un autre choix dans les tops du repêchage, là, je pense que l'entraîneur n'a pas su faire son travail parce que c'est pas là que l'équipe devrait se retrouver cette saison. Puis on pourrait passer à autre chose parce que je suis quand même d'accord avec toi aussi que c'est un entraîneur qui est un peu peut-être plus vieux jeu puis qui a peut-être fait son temps un peu dans la Ligue nationale parce que moi non plus, c'est pas un de mes préférés. Mais bon, comme moi, je pense qu'on peut encore laisser cette saison là, puis à voir par la suite. C'est à voir et on va passer rapidement là-dessus. Il y a eu beaucoup de fans avec quand je faisais ça, avec des attitudes quand même très poches. Du côté des Flyers, Ryan Ellis, le défenseur anciennement de Nashville, s'est fait huer lors de son introduction devant les partisans de Philadelphie. Pourtant, sa dernière blessure était physiquement, mentalement et émotionnellement très dure. Elle a passé proche de mettre fin à sa carrière et les partisans des Flyers le eu comme si c'était Zdeno Chara à Montréal. Encore une fois, je trouve ça décevant et c'est vraiment un comportement déplorable. C'est moi ou comme les partisans des Flyers sont reconnus pour avoir des styles comme ça un peu. Ouais, c'est pas la première fois qu'on a des histoires comme ça à Philadelphie, malheureusement. Non, écoute, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt au sujet de Marc-André. Je le sais que c'est pas du tout le même genre de joueur avec le même background, mais reste quand même que Ryan Ellis, c'est un défenseur d'expérience qui, quand il jouait avec les Prédateurs, a vraiment été un défenseur dominant durant une certaine période. Qui amassait sa part de points, qui était comme un peu qu'un corps arrière à la défense. Exact. C'est pas qu'il n'a pas été bon en Philadelphie, il n'a juste pas joué depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il a joué un total
de 4 matchs depuis son arrivée avec les Flyers, si je ne me trompe pas. C'est vraiment pas beaucoup. Là, il a été blessé par la suite. Puis là, encore une fois, il va manquer la saison complète. Je suis d'accord que c'est frustrant d'aller chercher un joueur puis de s'attendre à beaucoup de choses de sa part sur un top 4 puis que finalement, il ne jouera juste pas avec ton équipe. Mais de là, elle a hué comme ça à son entrée. Je veux dire, le gars, c'est pas de sa faute. C'est des blessures par rapport à son état de santé personnel à lui. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Puis je trouve vraiment que malheureusement, des gestes comme ça, il y en a de plus en plus. On dirait à travers la Ligue, on dirait que les fans sont de plus en plus sans pitié, si on veut. Ouais. Je trouve ça vraiment déplorable. C'est pas juste à Philadelphie, mais c'est partout à travers la Ligue. Là, je trouve ça complètement stupide. Là. Exact. Mais si vous êtes des partisans, il y en a, là, quand on dit les partisans, on n'embarque pas tout le monde dans le bateau. Là. En ce moment, on parle juste de ceux-là qui ont des comportements comme ça, bien évidemment. On souhaite le meilleur à Ryan Ellis, un bon retour, une grosse saison. Même si à Philadelphie, la saison s'annonce quand même difficile. On a bien commencé ça. C'est bon du côté des Flyers. Maintenant, on attaque la viande de ce show. Ouais. Qui était le match des Canadiens de Montréal hier face aux Pingouins. J'y étais. J'ai eu la chance d'y être hier avec ma meilleure amie. Je fais un petit shout-out parce qu'elle a perdu son pari. Elle a dû mettre un chandail du Canadien car les Pingouins ont perdu. OK. Une fan des Pingouins, dans le fond? Oui, c'était une bonne fan des Pingouins. On avait un beau petit pari. Si je gagnais, elle devait mettre mon chandail et je pouvais la mettre partout sur mes réseaux. Sinon, c'est moi qui perdais, je devais faire un message posté sur tous mes réseaux sociaux comme quoi les Pingouins sont une meilleure équipe que les Canadiens, ce qui m'aurait dégoûté et c'est ce que j'ai fait l'année passée. Donc, j'ai eu une belle vengeance. Au moins, tu n'as pas eu à le faire. Tu as gagné ton pari. Donc, oui, j'ai eu le fameux les Canadiens ne marqueront pas 2 buts en une période et ils l'ont fait. Donc, du côté du match d'hier, on va fermer la parenthèse, du côté du match d'hier, Martin Saint-Louis avait brassé les trios. On avait un premier trio composé de Monahan, Suzuki, Caulfield. Le deuxième composé de Dadonov, Dvorak, Gallagher. Suivi de Drouin, Dak, Anderson. Et pour finir sur la quatrième ligne, Slavkovski, Evans, Hoffman. Quand tu as vu ces trios-là, avant le début du match, y a-tu des pensées comme « Ah, ça va être un bon mélange ». C'est quoi tu pensais quand tu as vu ces trios-là? Ben, honnêtement, tu sais, j'ai apprécié quand même, je pense, de voir ça. Je veux dire, de rebrasser la soupe un peu, c'était pas nécessairement une mauvaise idée. On venait de connaître 2 matchs où l'attaque n'avait pas fait grand-chose. Fait que, tu sais, de juste essayer de remélanger ça un peu. Puis, moi, à date, j'aime beaucoup le début de saison de Sean Monahan. Oh oui, il n'a pas joué depuis 6 mois. J'adore son début de saison. Fait que, tu sais, de le voir avoir une chance d'être sur le premier trio avec Caulfield, Suzuki, j'ai pas du tout détesté l'idée. Puis, pour ce qui est du reste, ben, j'ai aimé aussi celui de Drouin, Dak, Anderson. Je trouve que c'est un trio qui avait beaucoup de drive, qui avait beaucoup de puissance, d'énergie dans ce niveau-là. J'étais peut-être un peu plus mythique pour le trio de Dadonov, Dvorak, Gallagher, parce que je trouve que là-dedans, il y a 2 joueurs qui n'en donnent pas beaucoup depuis le début. Je me demandais ça allait donner quoi. Puis la seule chose que j'aurais peut-être aimé, c'est que justement, à la place d'un gars comme Dadonov sur la deuxième, j'aurais peut-être donné une chance à Slavkovski d'avoir un peu plus de temps de glace. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me chicote un peu depuis le début de l'année. Puis on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le segment. Là. Mais je te dirais que pour ce qui est des lignes, là, avant le début du match, ça ressemblait à ça pour ma part. Puis écoute, force est d'admettre que l'entraîneur a pas mal vu. Là. Non, vraiment pas. Il y a eu une belle performance de chacun des trios. Et le fait d'avoir séparé Dak et Monahan, qui connaissaient les deux une bonne saison sur le même trio, un bon début de saison du moins, ça permet en sorte, je crois, de ce que Saint-Louis voulait faire, en tout cas de ce que je comprends, c'était de comme, partager cette énergie-là, ce bon début-là, partout dans l'équipe. Ouais. Selon moi, c'est un mélange qui a réussi. Du côté des défenseurs, les paires n'ont pas beaucoup changé. On avait Kaden Cooley et David Savard, première paire qui a été intouchée depuis le début de la saison. Jordan Harris et Jonathan Kovacevic. Et pour finir, Harbert Jekai et Chris Weinman. Moi, dans ce côté-là, ce côté de la défense, je me doutais que ça allait être de ces paires-là, qui allaient faire un aussi bon travail qu'hier. Ça m'a surpris. Ben, écoute, il faut donner tellement de crédit, je trouve, à cette brigade défensive-là depuis le début de la saison, qui est inexpérimentée pour la majorité.
On a 3 gars qui jouent leur première saison. On a Jacky, Goulet, Harris qui joue sa première saison complète aussi. Donc, juste la statistique qu'on avait vue quand on jouait contre les Maple Leafs au premier match, que Mark Giordano, à lui seul, avait plus de matchs d'expérience que tous les joueurs de notre brigade défensive. C'est complètement fou quand tu regardes ça comme ça. Ouais. Mais de voir le travail qu'ils font depuis le début de la saison, parce qu'il faut noter un fait, là, c'est une statistique que j'ai vue hier soir. On a affronté des très bons joueurs depuis le début de l'année. Des Austin Matthews, des Mitch Marner, des Alex Ovechkin. On a affronté Sidney Crosby hier. Puis, aucun de ces joueurs-là a été capable de marquer contre le Canadien, qui, on va se le dire, pourtant, d'habitude, Austin Matthews, pour lui, c'est son terrain de jeu préféré, le Sandbell, si je me trompe pas. Il adore ça, marquer ici. Puis, même Alex Ovechkin, qui a un gros passé de but contre le Canadien. Le travail défensif a été excellent. Puis, Caden Goulet, hier, a joué, je pense, pour 15 minutes de temps de glace contre Sidney Crosby. Puis, il l'a limité. Premièrement, à aucun but. Puis si je ne me trompe pas, c'est 2 tirs au but seulement. Il a fait un travail exceptionnel. Puis Caden Goulet, selon moi, je vais te laisser poursuivre là-dessus, c'est un défenseur qui se comporte comme un véritable top 2, numéro 1 dans la Ligue nationale, qui a déjà de l'expérience, comme si ça faisait 5 ans que le gars était dans la Ligue. Exactement. Puis on le voit même à l'extérieur de la glace dans ses entrevues aussi. Il se comporte tellement avec une énorme maturité. Caden Goulet est, selon moi et selon plusieurs experts, le défenseur numéro 1 du Canadien déjà. 100%. Il y voit un grand avenir. On le comparait déjà au niveau junior à un Shea Weber. Bon, on va attendre son développement complet avant de comparer à Shea Weber. Shea Weber qui était l'homme montagne. En ce moment, on a l'homme colline qui est l'homme montagne junior. Mais c'est à voir du côté de Caden Goulet. Je suis emballé. J'adore sa façon de jouer à ce défenseur-là. Pour moi, il m'a conquis depuis le premier match que je l'ai vu jouer. Je crois que c'était dans le premier match de la pré-saison. J'adore ça. L'apport de Arbert Jekai aussi, très fort physiquement. Des grosses mises en échec. C'est un défenseur qui permet aux Canadiens d'avoir un plus gros volume sur la glace. J'adore ça. Et Jonathan Kovacevic, pour un défenseur soumis au balotage pour l'instant, il fait le travail. Là. Moi, honnêtement, j'ai rien à dire sur sa performance. Je veux dire, moi aussi, la journée qu'on l'a réclamé, honnêtement, je ne savais pas c'était qui. Je n'avais jamais entendu son nom avant, pour être bien honnête. Puis quand je l'ai vu au premier match de la saison contre les Maple Leafs, j'ai trouvé qu'il a fait un travail assez respectable. C'est un gars qui n'a pas peur de se servir de son physique pour aller dans les coins, qui va mettre de la pression sur le porteur de la rondelle. Puis il est quand même assez mobile aussi pour son gabarit. Il se débrouille quand même assez bien à ce niveau-là. Donc, non, pour une défensive qui, je pense, pas beaucoup d'experts ou de gens donnaient de chance en début de saison, je pense qu'on peut se calmer puis apprécier vraiment le travail qu'on voit en ce moment. Parce que pour des gars qui n'ont aucune expérience, ça ne paraît pas. Juste ajouter sur le Arbert Jekai, comme tu parles. Moi, j'adore son jeu physique. Puis, on dirait, là, dans le match pré-saison contre les Sénateurs à la toute fin de la pré-saison, il jouait déjà dans la tête de l'équipe adverse puis de l'entraîneur-chef des Sénateurs. On parlait on allait aller vouloir le ramasser au prochain match puis d'être prêt parce qu'on allait vouloir se venger. Un gars comme ça qui n'a jamais joué dans la Ligue avant, c'est dans ses premiers matchs à vie, il rentre déjà autant dans la tête des adversaires, avait sorti Brady Tkachuk de sa game complètement. J'aime ça voir ça. On dirait qu'il y a déjà une question un peu de respect qui est imposé par lui lorsqu'il est sur la glace. Puis les joueurs le savent qu'il est là, puis que si jamais ils vont s'en prendre à un élément de l'équipe adverse, il faut qu'il soit prêt parce qu'Arbert va s'en venir assez vite. Là. Exactement. C'est le fun à voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Exactement. C'est le fun à voir. Et j'ai bien hâte de voir plus loin dans la saison ce qui va arriver avec Arbert. Pour l'instant, il reste à Montréal dans mon cas. Pour l'instant. Ouais. Alors, si on va maintenant dans le match, dans les 2 premières minutes de jeu, le Canadien a passé proche de très mal commencer le match avec le but refusé à Danton Heinen, qui a pris les 2 poteaux. Est-ce que tu penses que si le but avait été accepté, si c'était un but, penses-tu que le Canadien aurait changé sa manière de jouer à cause que c'était tôt dans le match? Peut-être. Écoute, je pense que le fait que ça ait été refusé, j'ai l'impression que ça l'a peut-être donné un deuxième souffle à notre équipe durant ce match-là. Je pense qu'on s'est rendu compte que
OK, tu sais, la game aurait pu être longue. Tu sais, ça avait commencé de même, là, tu sais, d'avoir l'allure que ça aurait pu donner. Là, on dirait qu'on s'est comme secoué un peu, dire bon, OK, tu sais, le but était refusé, c'est le temps de se reprendre encore, il n'est pas trop tard. Puis j'ai adoré le reste de la première période qu'on a eu par la suite. Tu sais, on a créé beaucoup d'occasions de marquer. On n'en a pas laissé beaucoup aux Pingouins, puis on était très agressif aussi Oui, sur le porteur de la rondelle, ce qui a causé plusieurs revirements aussi du côté des Pingouins, de la brigade défensive. Donc, Chris Letang, qui pour le talent que ce gars-là a, il n'a pas connu son meilleur match hier, il a connu plusieurs revirements. Puis ça, je pense que c'est tout à l'honneur des Canadiens, tout à leur avantage. En première période, on a été excellents. On nous manquait juste un peu de finition, mais pour oui. le reste, on y était. Mais je crois quand même que si le but avait été accordé, ça aurait peut-être pu changer la direction du match. Oui, puis en continuant dans la première période, j'ai retenu pas mal les grosses actions. La belle occasion d'Adonov sur un Oui. 180. Moi, ce que Mhm. j'ai trouvé drôle à la fin, c'est qu'il a essayé de mettre la rondelle dans le but, mais avec ses gants, en faisant un double échec à la rondelle. Ça, j'ai trouvé ça Ouais. quand même drôle. Grosse arrêt de Montembeault sur le tir de Ryan Mhm. Rust, qui était un arrêt de la jambière tout seul devant le filet suite à un retour ou une passe. Euh, Suite à un beau jeu de passe, excuse-moi, des Pingouins. Euh, Montembeault a connu un excellent match et une excellente première période, même s'il n'a pas eu beaucoup de tirs. Il a fait beaucoup d'arrêts clés. On va Mhm. s'entendre là-dessus. Ouais. Ouais, 100%. Puis, tu sais, c'est ça que tu veux voir aussi d'un gardien comme Samuel Montembeault. Tu sais, tu veux le voir sortir des arrêts clés à des moments importants. Puis, l'arrêt de Brian Ross, si je me souviens bien, c'est juste après une chance de marquer du Canadien. Oui, Il me semble qu'on venait d'avoir une bonne occasion de marquer. Là, le jeu se transporte dans notre zone. Puis Samuel Montembeault sort la jambe pour un arrêt spectaculaire. Tu sais, ça aussi, ça aurait pu changer la donne du match, là. Tu sais, ça peut changer le momentum là, d'une équipe là, quand tu reviens d'une bonne séquence à l'attaque, puis que tu reviens, tu te fais marquer un but. Ça peut te secouer un peu, tu sais, puis ça peut donner encore plus d'énergie à l'autre équipe. Puis là, je pense que ça a justement eu l'effet contraire. Ça nous a donné encore plus d'énergie aux Canadiens. La foule a embarqué. C'était vraiment, non, c'était un bon moment pour le gardien qui a connu vraiment un bon match dans l'ensemble. foule qui était très nombreuse hier pour une équipe en reconstruction. Je dirais qu'on était un Ah, bon c'est 18 000 facile. c'est le fun à voir, honnêtement. Tu sais, puis Oui. c'est pas mal juste à Montréal, j'ai l'impression que tu vas avoir un aréna autant rempli pour une équipe de bas fond, si on veut, tu sais, qui est en reconstruction. Tu sais, même chose du côté du match d'ouverture. Tu sais, ça, pour ma part, j'y étais. Puis c'est certain que c'est le match d'ouverture, tu sais, toujours plus d'engouement. Mais encore là, le Centre Bell est rempli, l'ambiance, on dirait qu'on est en séries éliminatoires, là. Tu sais, Exact. c'est vraiment le fun à voir pour le début de saison. Puis ça dynamise l'équipe aussi. Tu sais, c'est pas pour rien, je pense que nos deux matchs à domicile pour le moment, c'est des aussi belles performances. Puis tu vois les gars après un but, ça célèbre, ça lève les bras dans les airs, ça crie. Tu sais, sont contents, sont dynamisés. Puis ça, je pense que ça a vraiment un grand rapport avec la foule aussi, là. Oui, puis j'ai l'impression aussi que les gens sont en paix avec l'idée que le Canadien ne sera pas une bonne équipe cette année. Puis ils Ouais. viennent vraiment pour voir la progression des joueurs. On va fermer la parenthèse. On va continuer. En deuxième période, par contre, euh, deux buts de Evgeny Malkin. Premier tir sur réception du cercle droit sur une belle passe transversale à 16 minutes 8. Et le deuxième à 12 minutes 4. Malkin, son deuxième sur un rebond tout seul devant le filet. Par contre, Jordan Harris, malgré ses bonnes performances, c'est peut-être le seul moment qui a été vraiment attiré par la rondelle vers le coin. Ça a ouvert le jeu dans le filet. L'incursion de Malkin a surpris Suzuki, passe devant le filet, deuxième but de Malkin. C'était des beaux jeux de la part des Pingouins, mais une belle période aussi de la part du Canadien, malgré les deux buts. Ben, tu sais, c'était des beaux jeux. Puis, tu sais, je pense tout de même que par contre, tu sais, moi, il y a un joueur dans cette période-là que j'ai retenu, puis je vais te laisser continuer là-dessus si tu es d'accord ou non, mais Christian Dvorak, pour ma part, a connu une deuxième période mauvaise, a connu des revirements, dont un qui est à l'origine justement du premier but des Pingouins. Ça a refilé la rondelle à l'adversaire sans regarder. Un jeu mou, un jeu de mollesse, tout simplement comme pousser la rondelle. Là, le Pingouin a repris la possession, puis on sait ce qui est arrivé par la suite, passe transversale, tir et le but. Reconnu un autre revirement plus tard qui celui-là n'a pas causé un but, mais une occasion de marquer en or pour les Pingouins. Donc, tu sais, j'ai pas aimé du tout la performance de Christian Dvorak, qui, pour ma part, n'impressionne toujours pas encore en début de saison.
Mais sinon, pour en revenir au match, là, c'est sûr que ça n'a pas été une mauvaise période dans l'ensemble pour le Canadien. Je pense tout de même que les Pingouins avaient pris le dessus. On sentait qu'on n'avait pas connu la première période espérée. Puis, connaissant Mike Sullivan, je ne suis pas inquiet quand, dans le vestiaire, après la première période, on a secoué un peu l'équipe pour ressortir le fort en deuxième. C'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est ce qu'on a vu du côté des Pingouins. Par contre, ce que j'ai aimé, après le deuxième but, on a remarqué qu'on dirait que le Canadien a eu un boost suivant le deuxième Ouais. but, ce qui fait très abstraction à l'équipe de l'année passée qui, après avoir encaissé un but, jouait mollement, avait de la misère à se retrouver, admettons, dans les 2-3 minutes suivant un but adverse. Hier, on dirait que le deuxième but a donné un coup de pied aux Canadiens pour revenir encore plus fort. Et on l'a vu, là, ça cognait beaucoup à la porte à partir de la moitié de la deuxième période. Là. Ah ouais, on a eu beaucoup de chance de marquer. Puis, tu sais, comme tu dis, tu fais un parallèle à la saison dernière. C'est pas du tout l'équipe qu'on aurait eue. Tu sais, comme tu dis, après un but, on dirait qu'on s'assoyait sur le fait qu'on était battu. Là, on voit beaucoup de résilience du côté du Canadien cette année. On n'abandonne pas. Ça revient à la même chose qu'au premier match de la saison, où, à toute fin, encore une fois, Sean Monahan avait pris les devants. On se fait remarquer. Après ça, Anderson à 17 secondes de la fin pour procurer la victoire. Tu sais, c'est beaucoup de résilience. Puis, c'est le fun à voir. Tu sais, on dirait qu'on sent vraiment, comme je te disais, l'apport peut-être des jeunes qui sont juste motivés à prouver de quoi ils sont capables pour se faire une place. Puis ça a une énergie qui est contagieuse sur les vétérans de l'équipe. Les chances de marquer hier étaient nombreuses. On manquait juste, comme je disais tantôt, de finition. On n'arrivait pas à concrétiser, mais on était là, on était présent devant le filet, on essayait de sauter sur des retours de lancer. Puis finalement, ça s'est transporté en troisième période, mais en tant que tel, là, c'est ça. C'est vrai qu'on a bien rebondi après le deuxième but. Ça, c'était beau à voir. Exactement. Puis la troisième période, probablement la meilleure du match. Nick Suzuki qui commence très fort en Ouais. marquant, suivi de son tir échappé par Casey de Smith. Euh, très, un but, c'est pas le plus beau, mais c'est un but bien travaillé de la part du capitaine. Ben, encore là, c'est beaucoup de combativité. Je veux dire, déjà d'être capable de revenir à temps en avant du filet pour pousser la rondelle dans le but sans qu'il y ait de défenseur qui l'intercepte avant ou que le gardien se soit replacé. C'était vraiment impressionnant. Il a fait ça. Il était très rapide sur ses patins avec Suzuki. Puis encore une fois, montrer l'intelligence que ce gars-là possède pour son âge, son hockey IQ, si vous me permettez l'expression, est tout simplement incroyable. Puis on en a eu une belle preuve encore hier soir. Là. Je pense que Nick Suzuki, c'est un des joueurs qui s'est le plus présenté à chaque match depuis le début de la saison jusqu'à présent. Puis, pour justement un gars qui vient d'être nommé capitaine, je trouve ça très le fun à voir. C'est très agréable de sa part. Oui, et avant le deuxième but, en désavantage numérique en milieu de troisième période, il y a un 2 contre 1 Evans avec Dadonov en désavantage numérique. Malheureusement pour eux, Christopher Le Temps a bien coupé l'option de passe à Dadonov, ce qui a forcé un tir d'Evans. Bel arrêt de Casey de Smith qui garde les Pingouins en avance. C'est un très beau jeu de la part de la défensive du Canadien. Et plus tard, dans le même désavantage numérique, Monahan qui tire directement dans la mitaine, seul s'en venant du côté du bouclier de Casey de Smith. Il va d'un très bon tir dans sa mitaine, que le gardien avait l'air même surpris de l'arrêt. Ouais. Ouais, en effet. Non, je me souviens qu'il avait regardé sa mitaine en même temps de l'arrêter. Mm-hmm. Ouais. C'était très surprenant. Et à 2 minutes 20, une minute restante à la troisième période, nul autre, qui d'autre? Cole Caulfield qui crée l'égalité à 6 contre 5 sur une superbe passe qui, on pourrait dire même un caviar de Jonathan Drouin, passe transversale qui dépasse tout le trafic qu'il y avait dans la zone des Pingouins, 6 réceptions. Casey de Smith n'a vu que du feu. Écoute, c'était pour une fois que Jonathan Drouin s'illustre pour les bonnes raisons. Autant cette année que la saison dernière, on va lui donner le crédit. C'est une très belle passe. Ouais. Puis pour Caulfield, écoute, ce gars-là est en train de s'établir. Je cherche comment le dire, là, mais il est en train de se trouver sa place de marqueur dans la zone, un peu comme la Alex Ovechkin. Ouais. Il aime ça s'établir de ce côté-là de la zone, puis attendre la passe, puis décocher sur réception. Puis encore hier, c'est ça qu'on a vu, c'était un tir foudroyant quand il est arrivé sur sa palette. Je pense que ça n'a même pas. Le gardien n'avait pas le temps de rien faire. Il s'est retourné, la rondelle était déjà ressortie du but. Là. Mais c'est un très beau jeu. Puis on revenait justement d'un temps d'arrêt du côté du Canadien.
d'une pause, en fait, puis qu'on avait vu le jeu qui s'était préparé à l'avance. On l'a télégraphié tout de suite après le début de la mise au jeu, puis ça a donné ce que ça a donné, 2-2. Un très beau jeu de la part du Canadien. Ah oui, le Centre Bell a explosé quand ils ont Ah oui, créé j'en doute l'égalité. pas. C'était beau à voir et à entendre aussi. En prolongation, Jeff Petrie, qui faisait son tour à Montréal, prend une troisième pénalité. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose sur le cœur face à ses anciens coéquipiers où il voulait donner des cadeaux pour que les Canadiens gagnent. Écoute, il faut croire qu'il a été plus utile pour nous dans l'équipe adverse que dans notre équipe lorsqu'il l'était. On peut quasiment en dire autant. Là. Exact, c'est vrai. Et si on Mhm. regarde à partir de ce moment-là, le Canadien ne faisait qu'une bouchée des Pingouins en prolongation. Et avant le but, on note le poteau de Cole Caulfield sur réception encore une fois. Mhm. Moi, Ouais. je pensais que le match était fini. Là. Ah, ben moi aussi, j'ai vraiment cru à ce moment-là. Là. Puis, mettons, on sentait, là, je ne sais pas pour toi, mais moi, avant qu'on ait le but officiel, on dirait que j'avais un feeling que ça s'en venait. Tu sais, à voir comment ça se déroulait. Ouais. Les gars avaient fait la même chose qu'au premier match. On était revenus de l'arrière, beaucoup de combativité, d'énergie. On se transporte en prolongation, avantage numérique, avec des gars sur la glace comme Caulfield, Suzuki, Dak, Monahan. Tu as beaucoup encore là-dessus de rapidité, d'énergie, de talent. Puis, comme de fait, ça n'a pas pris trop de temps par la suite. Là. Non, ça n'a pas pris trop de temps. Kirby Doc, qui marque son premier but dans son nouvel uniforme dans la victoire des Canadiens, bien posté devant le filet. Monahan a été très patient sur le jeu. Là. Ah, ben vraiment. C'est là que tu vois le vétéran en Sean Monahan qui est ressorti hier. Là. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui a eu des très belles années à Calgary, puis que là, il était blessé depuis 6 mois, mais la patience dans son cas euh, a vraiment mêlé les défenseurs des Pingouins. Il a fait des. Parce qu'on avait Nick Suzuki qui était disponible en arrière comme option de passe. On avait Cole Caulfield sur le flanc droit aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on du côté des Pingouins, on s'attendait peut-être à cette passe-là. On a oublié complètement Kirby Dach devant le filet. Puis directement, quand la ligne de passe s'est ouverte, ça n'a pas été long. La passe s'est rendue directement sur la palette de Kirby. Puis, premier but pour lui dans l'uniforme du Canadien. Très content pour un gars comme Kirby Dach, honnêtement. De le voir aller lui aussi. Je parlais tantôt du début de saison de Monahan, mais écoute, tu l'as mentionné aussi, là, Kirby Dach, lui aussi, pour sa part, connaît un beau début de saison. Puis, ne semble pas du tout dans les habitudes qu'il était à Chicago. Là, on a vraiment l'impression, je trouve, de voir un nouveau joueur qui est revigoré d'être à Montréal, qui sent une deuxième opportunité pour sa part de prouver qu'il n'est pas sorti troisième au total pour rien. Puis j'ai hâte de voir la suite dans son cas. Là. Ah, j'ai hâte de voir la suite. Et pour l'instant, lui et Monahan, pour moi, font partie des plans pour l'avenir, pour le restant de la saison, du moins dans le cas de Monahan. Ouais. Et s'il continue comme ça, pour moi, donnez-lui un contrat. On l'aura eu de manière totalement gratuite. En ce moment, il fait très mal aux Flames, même si les Flames jouent bien. Ouais. Maintenant, allons dans les échos de vestiaire de Martin Saint-Louis. Dans les premières questions, il y a eu des questions sur Caden Goulet, le défenseur de 20 ans. Martin Saint-Louis s'est fait demander ce qu'il voit de Caden Goulet, comment il voit son comportement après 4 matchs, qui est quand même bien exemplaire sur la glace. Il dit il joue la game, il n'est pas intimidé par le match, ni par les joueurs qui l'affrontent. Et pour son apport en avantage numérique et en désavantage numérique, des choses comme ça arrive organiquement. Il apprend beaucoup juste en regardant. Il est confortable et je suis content de ce que je vois. Des commentaires qu'on s'attendait de la part de Saint-Louis? Oui, je pense qu'on est tous contents de voir ça du côté de Caden Goulet. Je suis tellement d'accord avec Martin Saint-Louis. Ce gars-là démontre un calme complètement impressionnant pour son âge. Ne se laisse pas du tout impressionner, comme il dit. C'est habituellement pour des jeunes défenseurs comme ça, tu vas les voir, on dirait, se débarrasser de la rondelle trop rapidement. On dirait être un peu trop pressé par le jeu. Le joueur de l'équipe adverse qui s'en vient, on va se débarrasser de la rondelle. Pour sa part, reste toujours calme en possession de la rondelle, malgré le jeu qui se déroule autour de lui. Va trouver une option de passe, va trouver une option de jeu à faire, plutôt que juste de la remettre à l'équipe adverse ou de la remettre n'importe où sur la glace. Non, je suis très d'accord avec les commentaires de Martin Saint-Louis. Puis, il apprend à une vitesse fulgurante. Puis c'est ça qui est impressionnant à voir surtout. Là. Ça, il est impressionnant. Je vais faire une petite parenthèse. Dans le point de presse de Martin Saint-Louis,
ce qui retient mon attention, c'est qu'il n'y a pas eu de questions concernant les performances de Jonathan Drouin. Je t'en ai fait part pendant le match. Jonathan Ouais. Drouin, pour moi, a été un fantôme pendant tout le match, à part sur la passe de Drouin. Totalement absent, causé des revirements, c'est des passes sans regarder aux joueurs des Pingouins. Sur moi, Jonathan Drouin ne mérite pas d'être dans l'organisation, mais comme on dit, on ne change pas de formation gagnante, donc on va le laisser dans l'alignement, ce que je respecte totalement. Mm-hmm. Mais selon moi, un gars comme Ryan Pitlick donne plus d'efforts que Jonathan. Est-ce que j'espère que Jonathan Drouin me fait changer d'opinion sur lui? Ben oui, c'est ce que j'espère. Mais ça fait longtemps, les habitués du podcast le savent, ça fait longtemps que je ne veux plus Drouin à Montréal. C'est à voir. Selon moi, la performance d'hier continue à clouer son cercueil sur un retour l'année prochaine. C'est à voir. Je ne sais pas si tu avais un mot à dire sur cette parenthèse. Ben écoute, honnêtement, je suis 100% d'accord avec toi. Puis je trouve que le gars, pour un joueur qui le sait, qui est victime de critiques beaucoup, joue encore trop sans réfléchir, on dirait. Il veut trop encore continuer d'en faire. Puis quand tu es dans cette position-là, tu devrais plutôt te concentrer sur les petites choses de la game, les choses simples des jeux, pas trop compliqués, juste garder ça à la base. T'sais. Puis c'est pas ce qu'on voit dans le cas de Jonathan Drouin. On voit encore le joueur qui, oui, a beaucoup de talent naturel. On va lui donner. C'est un gars qui a beaucoup de talent, mais ne s'en sert pas à bon usage, puis essaie souvent justement de trop en faire. Puis au final, quand tu ne joues pas beaucoup, quand tu n'es pas dans l'alignement soir après soir, ben, c'est sûr que ça devient dur de retrouver un rythme où ce que tu peux te permettre des jeux de la sorte. Puis souvent, ben, comme on le voit dans son cas jusqu'à présent, ben, ça ne fonctionne pas. Puis ça crée des revirements. Puis selon moi, ça fait juste prouver encore plus que, comme tu dis, il n'y a pas nécessairement sa place dans l'équipe, dans l'entourage ou dans l'alignement. Puis je suis d'accord avec toi qu'un gars comme Rem Pitlick, qui a montré beaucoup en la saison dernière avec le Canadien, pourrait déjà mieux mériter sa place que Jonathan Drouin dans l'alignement pour le moment. Je suis très d'accord avec toi. Effectivement, c'est à voir. On va faire une parenthèse. On revient dans les commentaires de Martin Saint-Louis. Il s'est fait demander, entre la deuxième et la troisième période, comment il voyait les Canadiens en retard 0-2 dans le match. Il a dit, je sais qu'on était en retard 0-2, mais j'ai jamais senti qu'ils nous battaient. On ne gagnait juste pas à ce moment. On a resté dans le plan de match et ça nous a rapporté. Est-ce que tu as vu la même chose? Ben oui, parce que on en a parlé tantôt, puis l'équipe n'a jamais arrêté d'attaquer. Il y a eu le moment où Evgeny Malkin a marqué ses 2 buts. Oui. Entre ces 2 temps-là, je dirais qu'on était un peu plus lent sur la glace, on était un peu plus absent. Mais tout de suite après, comme on l'a mentionné, c'est comme si on a eu un boost d'énergie après le 2e but. Puis encore une fois, on s'est mis à attaquer pour avoir des chances de marquer. Donc quand il dit qu'on n'était pas battu, c'est vrai parce que dans l'ensemble, il manquait juste un peu de finition où que la rondelle traverse la ligne de but et on était de retour dans le match. Parce que les occasions où il était, c'était juste. Il n'y avait pas de finition, mais les occasions où il était. T'sais. Exact. Et tu as souligné un bon point. Martin Saint-Louis s'est fait demander la différence dans le match de ce soir, ça a été quoi? Qu'est-ce qui a causé une différence? Il a dit on est resté à la tâche. Quand ils ont fait un beau jeu sur le but de Malkin, tu peux juste contrôler les choses. Ce jeu-là, il est fini. Tu reviens au centre et tu recommences à jouer. Donc, je trouve que ce commentaire-là de Saint-Louis rejoint ton point. Il a été questionné plus tard sur qu'est-ce qu'il voit de la performance du Canadien d'hier. Il dit si on joue comme on a joué ce soir, on va se donner des bonnes chances de gagner. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner tout le temps. Quand tu joues de cette manière-là, prendre soin de la rondelle en zone offensive, on a tué des punitions, notre avantage numérique nous a donné un boost, notre 6 contre 5 a bien fait des choses pour t'aider à gagner des matchs. Quand tu joues la game à 5 contre 5, comme on l'a fait ce soir, on va se donner des chances. Et le Canadien s'est donné une très bonne chance hier. Oui, puis tu sais, pour une équipe en reconstruction, on dit toujours qu'il y a des manières de perdre pour une équipe. Puis pour une équipe en reconstruction, l'idéal pour les partisans, pour l'équipe aussi, c'est de perdre, mais de perdre de la bonne façon. Dans le sens, pas une équipe qui se laisse abattre comme l'année passée, où on se fait marquer un but puis que le match est terminé. T'sais. Là, de voir une équipe qui se bat soir après soir, qui travaille fort, puis comme Saint-Louis l'a dit hier, on a tué des pénalités, puis ça aussi, ça l'aide. Je veux dire, l'avantage numérique des Pingouins, c'en est pas un mauvais, on ne va pas se le cacher. Non, non, non. Puis, je suis convaincu que s'ils avaient pu capitaliser sur leur avantage numérique, ça aurait peut-être changé la donne encore plus.
Puis on a réussi à tuer ces pénalités-là. Ça donne un boost d'énergie à ton équipe de pouvoir tenir au silence un avantage numérique avec des joueurs comme Crosby, Malkin, Le Temps, Jake Gensel également. Donc, tu sais, au moins, si on se donne des chances de gagner chaque soir, même si on perd, au moins on aura travaillé comme une équipe qui veut gagner, qui veut s'améliorer, puis qui veut travailler sur la glace. Puis ça sera déjà beaucoup plus honorable pour eux de perdre de cette façon-là. Puis pour les partisans, ce sera déjà un spectacle plus agréable à voir aussi. Exactement. Et tu en as parlé tantôt. Maintenant, on peut enfin revenir sur le sujet. Le sujet Juraj Slafkovský. Ouais. Sur Slaffy, comme on l'appelle. Martin Saint-Louis a dit on a parlé plus tôt à Slav. On essaye de l'aider. J'aime beaucoup son match. J'ai l'impression qu'il a joué un gros match sur ses patins. Il n'a pas eu de temps sur les équipes spéciales. Il n'a pas vu beaucoup de glace. Mais comme j'ai dit, ils apprennent beaucoup par le regarder. Mais son match 5 contre 5, j'étais très content de sa performance. Et toi, étais-tu content de la performance du numéro 1 au total au dernier repêchage? Je te dirais que j'ai aimé son match hier dans l'ensemble. Il a été à l'occasion quand même d'occasion de marquer. A utilisé également son corps aussi pour créer de l'espace, se batailler pour la rondelle ou dans les coins de la patinoire aussi. Donc, je te dirais que j'ai quand même aimé son match. Puis, on dirait la seule chose où je suis plus incertain, puis je ne vais jamais remettre en doute le Martin Saint-Louis parce que lui, c'est un entraîneur-chef avec beaucoup d'expérience comme joueur de la LNH. Moi, j'en ai pas. Je ne peux pas me permettre de le critiquer, loin de là. Mais même si je suis d'accord avec sa citation de on apprend beaucoup en regardant, j'ai l'impression qu'on devrait quand même lui donner un peu de temps sur les unités spéciales. C'est un gars qui a du talent à l'offensive, qui a un tir puissant, foudroyant. On ne l'a toujours pas vu à l'œuvre. Mais j'ai l'impression que justement, si tu le places dans un scénario comme en avantage numérique, où est-ce que tu as un homme de plus, s'il réussit à se démarquer puis à utiliser son tir, ben, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Là, pour l'instant, j'aimerais beaucoup mieux voir un gars comme Slafkovský que Dadonov sur notre avantage numérique. Oh, oui. Parce que Dadonov, la seule chose qu'il peut apporter, c'est justement son tir frappé. Mais Slafkovský en a un qui peut être autant bon. T'sais. Donc, tant qu'à ça, moi, je donnerais du temps de glace plutôt à lui, aux jeunes. Juste question de se faire valoir un peu, de prouver de quoi ce nom il est capable, parce qu'on le sait, on a un essai de 9 matchs pour lui, si on veut le garder ou non. Après ça, il faut prendre une décision. Exact. Puis là, ben, ça va influencer les restes de son contrat, puis pour l'équipe aussi. Donc, moi, je suis d'accord avec Saint-Louis, mais on dirait que je donnerais quand même un peu plus d'ouverture sur la glace. Oui, puis tu as fait la différence entre Dadonov et lui, ce que j'ai vraiment adoré, et je vais en rajouter là-dessus. Dadonov a, oui, un beau tir, mais à part ça, c'est quand même un vieux joueur, il a beaucoup d'expérience, mais ne peut pas amener autant sur moi qu'un Slafkovský, qui, en plus d'un bon tir, amène du gabarit sur un avantage numérique, amène de la grosseur, est plus polyvalent sur un avantage numérique. Il peut pas mal jouer toutes les rôles. Bon, peut-être pas à la ligne bleue, c'est quand même une recrue, et on veut l'exploiter plus dans les devants du filet. Mais selon moi, Juraj a encore une chance. Il a encore 5 matchs pour voir ce que ça donne jouer dans la Ligue nationale. J'ai lu un article d'Eric Engels hier sur Sportsnet qui était très intéressant parce qu'il y a des gens déjà qui veulent que Juraj Slafkovský aille à Laval pour avoir du temps de jeu. Et il a dit, attendez un instant, le Canadien en ce moment le garde pour lui montrer c'est quoi la Ligue nationale, pour vraiment lui montrer, admettons, ses défauts, ses points forts, pour qu'il aille à Laval avec un meilleur bagage. Et je suis d'accord avec Eric Engels là-dessus. T'en penses quoi? Ben, c'est complètement logique de se penser ça. C'est pas faux du tout. Je suis d'accord avec lui. Puis c'est vrai que pour le moment, je veux dire, on n'a pas vraiment d'autres options à l'attaque de temps mieux que ça. Je veux dire, pour l'instant, on n'est pas une équipe qui est en fin de saison, qui se bat pour une place en série. La saison vient de commencer, puis on sait que les chances qu'on aille loin ne sont pas très grosses cette année. Donc, pour moi, je suis d'accord de laisser juste la liberté aux joueurs de prendre de l'expérience, s'amasser du bagage. Puis une fois que ça sera fait, ben là, va poursuivre tes apprentissages dans la Ligue américaine. Garde ce que tu as appris, puis à cette heure, va essayer de dominer la Ligue américaine. Ça serait ça le meilleur objectif qu'il pourrait avoir. Là. Exact. Et on souhaite que Juraj Slafkovský continue son développement. Selon moi, le match d'hier a été son meilleur. Il a été beaucoup dans la zone offensive. Il a joué un bon match en compagnie de Evans. Et j'ai l'autre trio, j'ai Hoffman. Ouais. Ils ont amené beaucoup d'énergie sur la glace. Pour une fois, Hoffman amenait de l'énergie, selon moi, hier. Même s'il n'a pas été
présent dans tout le match. Il y a certaines présences que j'ai bien aimées de sa part. Ça à suivre du côté du dossier Juraj Slafkovský. Bon, Alexis, fin de la première émission. De notre côté, on se voit mardi prochain du côté de ce Facebook Live à la coupe.ca. Ne ratez pas l'émission de ce jeudi 20 octobre avec à l'animation Yves Lantier et ses collaborateurs. Sur ce, c'était NDS, la notif des sportifs. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.